Le carnet de l'étudiant étranger. Jivik Mayindou et Aristide Katiabois donnent la parole aux étudiants du monde entier. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du carnet d'étudiants étrangers en partenariat avec Radio Laser et l'EduLab Pasteur. Aujourd'hui, nous allons parler à la fois d'études, de santé et de solidarité à travers un parcours de vie hors du commun. Notre invitée s'appelle Louisie. Elle a quitté le Gabon à l'âge de 15 ans pour s'installer en France, mais son parcours scolaire a été bouleversé par la maladie. Et cette maladie, c'est la drépanocytose. Elle va nous en dire un peu plus et on en saura un peu plus sur elle. Louisie, bonjour. Salut Vic, comment tu vas ? Très bien. Et aujourd'hui, c'est un épisode spécial. C'est la première fois qu'on tourne à l'hôtel Pasteur, qui nous ont gentiment prêté les matériels qu'il faut pour tourner. Et on est toujours diffusé sur Radio Laser. Merci beaucoup Radio Laser. Donc aujourd'hui, comme je disais, voilà, c'est un épisode spécial parce qu'on parle en même temps d'études, de santé et de solidarité. Voilà, à travers ton histoire, on en saura un peu plus. Voilà. Déjà, peux-tu nous raconter ton arrivée en France à 15 ans ? C'était dans quel contexte ? Alors, moi, c'est Louisie. Aujourd'hui, j'ai 40 ans et je suis effectivement arrivée en France à l'âge de 15 ans. Dans quel contexte ? C'est-à-dire que mon père français vivait au Gabon, il a fait sa vie au Gabon et il est tombé malade. Donc il est rentré en France pour se faire soigner. Mais une fois arrivé ici, on lui a dit que le retour au Gabon n'est plus possible. Donc changement de plan pour tout le monde, on rentre tous en France. Donc voilà pourquoi je suis arrivée ici définitivement à 15 ans, sachant qu'on venait déjà pour des vacances, quoi. D'accord. Et à ce moment-là, le fait pour toi de quitter le Gabon, de savoir qu'il fallait venir en France pour un long moment, peut-être pour les restants des années, est-ce que ça a été un facteur de stress ? C'est-à-dire que le stress, à ce moment-là, je ne le ressentais pas. J'étais vraiment très contente de retrouver mon père que je n'avais pas vu depuis déjà un certain moment. Et comme j'ai toujours été la fille à papa, on ne peut pas enlever une princesse à son père. Donc, j'étais contente de retrouver papa, quoi. Ok. Alors, peux-tu nous raconter, nous dire en tout cas comment est-ce que la maladie a bouleversé tes études ? Alors, j'ai une drépanocytose, comme tu l'as dit. C'est une maladie héréditaire. Donc, je suis née comme ça et j'ai toujours vécu comme ça. Alors, comment est-ce qu'elle se manifeste ? Principalement par des crises douloureuses. Des crises douloureuses, un seul membre ou la totalité du corps. Vraiment, il n'y a rien de défini. C'est vraiment tellement imprévisible qu'on ne peut pas savoir, que je ne peux pas savoir la prochaine crise, à quel endroit j'aurai mal. Donc forcément, l'impact sur la vie, c'est un impact quotidien. C'est lourd, c'est douloureux et c'est invisible. Ouais. Et à quel moment ça a été diagnostiqué, tout ça ? Alors moi, j'ai fait ma première crise douloureuse, j'avais 3 mois. Ok. Voilà, donc apparemment j'étais un bébé plutôt agréable, jovial, rigolote. Et puis du jour au lendemain, je me suis mise à pleurer. Alors c'est vrai que chez certains bébés, il peut y avoir le syndrome main-pied qui enfle. Ah, ok. Voilà. Mais moi, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu ce facteur-là, donc je me suis juste mise à pleurer. Donc pourquoi, comment ? Et au fur et à mesure, des analyses ont été faites et la sanction est tombée, quoi. Drépanocytaire, SS, ouais. Ok. Et dans la famille, tu es la seule personne à avoir... Alors, dans la fratrie, on est 5. Ouais. Ok. Je suis la seule à avoir reçu les 2 gènes, donc du père et de la mère, S. Ce qui fait que les autres sont AS, donc ils sont porteurs sains de la drépanocytose. Ils pourront transmettre, mais en tout cas, eux ne font plus de crise. Jusqu'à l'âge de 15 ans, ils ont été débarrassés de ces douleurs, quoi. Ok. Ouais. Et comment ça se passe à l'école
à ce moment-là, c'est-à-dire on a découvert, après tu dois aller en maternelle, école primaire, je ne sais pas comment ça se passe au Gabon, mais comment c'était tes études avec la maladie déjà? Alors, en maternelle, j'ai un très, très, très bon souvenir parce que j'étais en école de bonnes sœurs. Donc, les bonnes sœurs, elles sont très cocooning, hein, donc c'était génial. Et à ce moment-là, tout le monde savait qu'effectivement, la petite, elle a drépanocytose. Donc, en cas de crise ou dès qu'elle est un peu bizarre, il ne faut pas trop se poser de questions, il faut prévenir et direction l'hôpital. Donc, la maternelle, j'ai de bons souvenirs. Le primaire, ça commence à être un peu plus compliqué aussi parce que on arrive au primaire, il faut commencer aussi à s'imposer, à marquer son... il faut appartenir à un groupe. Il faut, si tu n'appartiens pas à un groupe, tu es un peu solitaire. Or, moi, la solitude, c'est pas vraiment mon truc. Donc, et puis, comment construire des liens d'amitié et perdurer ces liens d'amitié quand la maladie, elle te pousse à avoir des absences répétées. Ouais. Voilà. Du coup, rien que dans le cadre social et amical, c'est compliqué. En ce qui concerne les études, c'est compliqué aussi parce que les autres avancent dans le programme. Pendant ce temps-là, moi, je suis à l'hôpital. Ouais. Je reviens, ils parlent de choses, je comprends pas. Oui, on peut me réexpliquer, mais ça prend du temps. Les autres ont déjà avancé. Donc voilà, c'est vrai que ma scolarité, côté primaire, a été compliquée. Le lycée, n'en parlons pas. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai jamais vraiment été attachée à la vie scolaire. Ok. J'ai toujours voulu faire ce qu'il y a à faire, me barrer de ce système-là et travailler. Vraiment travailler, quoi. Donc, déjà, quand tu es arrivé en France, c'était, j'imagine, quand tu arrives à l'âge de 15 ans, c'est pour avoir le bac après. C'est ça. Et ça, t'as même pas pu l'avoir, en fait. J'ai jamais passé d'examen scolaire comme... un peu comme tout le monde, le bac ou je ne sais quoi d'autre. Moi, Pourquoi ? Parce que la drépanocytose, les crises ont des éléments déclencheurs. Et l'un des éléments déclencheurs qui favorise les crises, c'est le stress, l'angoisse. Donc, effectivement, il y a le bac qui arrive et tout ça. Alors, je fais des révisions comme tout le monde, hein, et puis je suis dedans. Ouais, c'est super parce qu'on s'encourage avec le groupe, on s'encourage, voilà, les révisions, regarde ci, regarde ça. Et puis le jour même, je peux me rendre sur le lieu, mais commencer un examen, mais ne pas le finir. Ok. Et ça, c'est difficile, c'est frustrant. Moi, j'ai beaucoup été en colère, mais vraiment en colère contre moi-même, contre mon corps, contre la vie aussi, parce que malgré le fait que je sois née comme ça, il y a quand même beaucoup d'incompréhension. C'est un peu de l'injustice. Enfin, un peu, c'est de l'injustice. Il y a beaucoup... Cette question, elle revient souvent. Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Donc, effectivement, ça a été compliqué pour tout ce qui concerne les examens scolaires. C'était pas pour moi. Ouais. Comment arrives-tu à vivre avec cette maladie quotidiennement? Comment tu t'arranges avec toi-même depuis des années jusqu'à maintenant? Tu as 40 ans aujourd'hui. Oui. Comment tu arrives à vivre avec Alors, c'est beaucoup d'anticipation. Clairement, il faut, enfin, en tout cas, me concernant, parce que je suis là pour partager mon expérience avec cette maladie, j'anticipe pratiquement tout. De la simple, je sais pas moi, balade dans le centre-ville de Rennes, à un week-end que je vais aller passer à Paris ou je ne sais où ailleurs. Voilà, j'anticipe tout. Alors comment je fais pour anticiper ? Le repos. Le repos est essentiel, le repos est quelque chose de vraiment important parce que la drépanocytose, il y a une anémie chronique. Et une anémie chronique est une baisse de taux d'hémoglobine. Une baisse de taux d'hémoglobine engendre beaucoup de fatigue. Or, c'est chronique chez le drépanocytaire, ça veut dire que c'est permanent.
Je suis en permanence fatiguée. Donc, je dois me reposer avant de faire telle ou telle action. Voilà. Il y a aussi de l'hydratation. Je dois bien m'hydrater. 2,5 litres à 3 par jour. Ok. Voilà, parce que ça aide aussi à... comme il y a des bouchons qui se créent, donc la drépanocytose, c'est le globule rouge qui est cassé. Il est en forme de croissant de lune. D'une artère à une veine, on peut imaginer souvent, je trouve ça assez sympa d'imaginer le périph' parisien pendant les bouchons. Voilà. Donc là, l'oxygène ne passe plus dans le corps parce qu'il y a des bouchons. Donc il faut bien s'hydrater, bien se reposer. Et moi, aujourd'hui, avec le recul, toutes les crises que j'ai pu faire, et j'aime la vie, donc je me dis, je peux tout faire. Je peux tout faire à partir du moment où je m'interdis de me mettre en danger ou de mettre quelqu'un d'autre en danger. Je ne peux pas dire oui à des copains, on va à Saint-Malo ou on va, je ne sais pas moi, sans pour autant me dire si jamais, parce qu'il faut toujours prévoir, même s'il ne faut pas y penser, il faut quand même prévoir, si jamais je me rends là-bas et qu'il m'arrive une crise, qu'est-ce que je fais? Qui prend le relais? Donc voilà, c'est non seulement moi, je dois penser à ça, mais j'implique aussi l'entourage avec lequel je me trouve à ce moment-là. Ouais. Donc forcément, moi j'ai passé près de 30 ans sans en parler. C'était compliqué, je veux dire. Et comme je disais tout à l'heure, moi la vie, je l'aime, donc... Je partais en soirée par-ci, par-là, et quand pendant une soirée, tu te retrouves à rigoler que d'une seconde à l'autre, tu t'éteins, parce que je m'enferme dans une bulle, je sais que je suis douloureuse, que je suis très douloureuse, je dois garder un visage ouvert, jovial, pour ne montrer à personne que là, il se passe quelque chose, je ne suis pas bien. Mais sauf que le monde autour de moi sait qu'il se passe quelque chose puisque j'ai arrêté de rigoler. Je viens vers toi, je rigole et puis d'un moment à l'autre, je me mets dans un coin. Je veux devenir la plus petite, vraiment invisible. Faut pas qu'on me voie, faut pas qu'on m'entende parce que je souffre. Mais d'un autre côté, j'ai besoin d'aide. Va chercher de l'aide. Mais comme je n'en parlais pas, je vais commencer par dire quoi ? C'est compliqué. Donc, pendant plusieurs années, ton entourage, en tout cas tes amis, n'étaient pas au courant que tu souffrais? Non, j'en parlais pas. Je veux dire, même mes premiers petits copains, Ok. J'en parlais pas. Mais d'ailleurs, ça répondit à ma prochaine question. C'était vraiment de comprendre les relations sociales, les interactions, relations sociales, familiales, amoureuses, en couple et tout. Comment tu gères avec la maladie? Le couple? Oui, par exemple. Le couple, comment je gère avec la maladie? Bon, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aborde avec beaucoup plus d'assurance. Disons que j'ai les mots. Aujourd'hui, je suis célibataire. Je rencontre quelqu'un, on fait connaissance et de suite, je vais lui dire que voilà, j'ai une drépanocytose. Je ne sais pas ce que c'est la drépanocytose. Tu peux m'en dire plus? Oui, je peux t'en dire plus. La drépanocytose est la première maladie génétique en France. Ah bon, t'es sûr? Je ne connais pas du tout, j'ai jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est injuste? Ouais. Ça, c'est la réalité. Et puis, donc, je lui explique ce à quoi il peut faire face, c'est-à-dire les crises douloureuses, la fatigue. On prévoit un week-end au Portugal. On peut l'annuler à la dernière minute, ce week-end au Portugal. Pourquoi? Parce que, au pire des cas, on est à l'hôpital. Au mieux, la crise, elle se gère à la maison. Ouais. Ça, c'est dans le couple. Ce qui concerne le cercle familial, moi, mon cercle familial l'entend, le comprend. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Personnellement, je ne peux pas dire que tout le monde sait exactement ce que je vis, ce que je peux subir. Ouais. Mais dans mon cercle familial, il n'y a pas de jugement. Et de mon côté aussi, peut-être que je garde un petit peu ça pour moi, pour éviter de les impacter. En ce qui concerne les amis,
Oh, c'est simple, hein, les amis. Si tu supportes, tu restes. Si tu supportes pas, bon, bah, c'est pas grave. Il n'y a rien d'imposé. J'entends bien. Et d'ailleurs, c'est arrivé déjà plusieurs fois. Au début, on m'appelle, tu viens, oui. Et puis à la fin, je dis non. Qu'est-ce qui se passe? Le téléphone, il sonne plus. Ouais. Le téléphone, il sonne plus. Louisie, elle n'est plus de la partie. Non, parce que tu es tout le temps fatiguée ou douloureuse. Donc, du coup, on s'est dit que on n'allait rien te dire. Ça se comprend. C'est pas grave. Ouais. Est-ce que... Parce que je ne sais pas si on l'a précisé, mais généralement, je dirais, on vit avec la maladie toute sa vie. Oui. Voilà. Est-ce que tu en as voulu à quelqu'un tout à l'heure, tu parlais d'injustice et tout, mais est-ce que pendant un long moment, t'en as voulu aux gens, aux parents, bon alors, on va être clair, hein, mais t'en as voulu un peu aux parents Non, je crois que je m'en suis voulu à moi. C'est parce que vraiment, quand je me pose la question, c'est vraiment pourquoi moi. J'ai jamais été à me poser la question pourquoi ils n'ont pas réfléchi ou quoi que ce soit. C'est pourquoi moi. C'est juste pourquoi moi. Ça aurait pu arriver à quelqu'un d'autre, quoique finalement je le souhaite à personne parce que c'est vraiment horrible. Mais c'est surtout pourquoi moi. Pourquoi moi. C'est fatigant. C'est pourquoi moi. Ouais. Ressens-tu que cette maladie est encore méconnue en France? Est-ce que tu trouves que beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment ce que c'est la drépanocytose? Oui, ça c'est vraiment mon avis. Je trouve qu'en France, la drépanocytose, sachant que c'est la première maladie génétique en France, comme je le disais tout à l'heure, elle reste bien trop méconnue. Et les malades vivent bien trop d'injustices. Que ce soit dans le quotidien, dans le cercle social, au travail, les études, à l'hôpital. À l'hôpital, je veux dire, on est quoi? On est jeudi? Oui, on est jeudi. Pas plus tard que lundi, j'ai fait une crise. J'étais très douloureuse. Je trouve que c'est pas normal pour un malade, en tout cas c'est ce qui m'arrive, et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, de se poser des questions du genre, voilà, je suis douloureuse, est-ce que je peux appeler le 15? Est-ce que le 15 va m'entendre? Est-ce que le 15 va me comprendre? Est-ce que le 15 va me prendre au sérieux pour pouvoir m'envoyer les secours? Et les secours, quand ils vont venir, est-ce qu'ils vont savoir ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont savoir agir? Est-ce qu'ils savent ce qu'est la drépanocytose, qui aujourd'hui n'est pas enseignée dans les universités, hein. Donc vraiment, et quand j'arrive aux urgences, quelle équipe va m'accueillir? Est-ce qu'un seul membre de cette équipe sait ce qu'est la drépanocytose? Et ça, à chaque fois, aux urgences, le mot ne vient pas de moi, mais je trouve que ça résume bien le contexte, c'est la loterie. Je vais aux urgences, je ne sais pas du tout sur qui je vais tomber et ce qui va m'arriver. Donc est-ce que mon cas va être pris au sérieux? C'est-à-dire l'hydratation, casser la douleur, avec certes la morphine, j'ai déjà eu de la kétamine. Voilà. Est-ce qu'ils vont faire ce qu'il faut ou, comme c'est déjà arrivé plusieurs fois, je me retrouve dans un brancard, dans un coin, je hurle, je pleure, j'ai mal, mais je vois cette horloge qui tourne et on ne fait pas grand-chose. Donc, la drépanocytose en France manque de formation, d'information, et je veux dire même à la télé, on parle du téléthon par exemple, on parle de la mucoviscidose, on parle aujourd'hui de l'endométriose. Personnellement, la drépanocytose à la télé, j'ai aucun souvenir. J'ai aucun souvenir, et ça je trouve que c'est injuste. Donc, et c'est un peu un constat général. Il y a d'autres malades qui pensent, bien oui. sûr, Okay. bien sûr, oui. Alors, en 2017, tu as connu un arrêt cardiovasculaire. Oui. Déjà, j'aimerais que tu nous parles des circonstances qui entourent ce moment. Mm-hmm. Voilà.
Alors, 2017, en hiver, donc c'était en décembre, et à ce moment-là, je vivais avec le conjoint de l'époque, donc dans la Manche, dans la ville de Saint-Lô. Et je fais une crise. Cette crise, elle se cible au niveau de la poitrine. Donc c'est un syndrome thoracique aigu. C'est une complication malheureusement fréquente chez les drépanocytaires. Et elle peut être fatale. Si elle n'est pas prise à temps, si elle n'est pas réglée comme il faut, c'est pas bon. Il vaut mieux éviter. Donc, suite à ce syndrome, je suis hospitalisée 2 semaines en réanimation. Ouais. La période de Noël arrive et le service nous fait comprendre que bon, voilà, Noël arrive, c'est vrai que tu as encore un peu mal, mais est-ce que nous, ce qu'on aimerait, c'est que tu rentres à la maison, profiter de la famille et de cette ambiance magnifique qui est Noël en famille. Alors avec mon conjoint, on se regarde et puis on se dit non, c'est vraiment pas le moment. Moi-même, je me sentais faible, je me sentais fatiguée, j'avais du mal à respirer. Mais sous les conseils du personnel soignant, Ouais. avec les mots et l'énergie qu'ils ont mis à nous faire comprendre que oui, bon, c'est pas grand-chose, on a fini par accepter. Ouais. Et on est sorti. Donc je sors le premier jour, il fait froid, hein. Vraiment c'est l'hiver, il fait froid. Et mon conjoint, je me souviens donc, il me dit, il me stimule. Voilà, t'es sortie de l'hôpital, je suis une gourmande, donc il me propose un restaurant. Et puis je lui dis non, je suis fatiguée, je préfère qu'on rentre à la maison. Très bien, on rentre à la maison. Et à la maison, il continue de me stimuler. Tu veux manger quoi? Je suis pas dedans, je suis pas dedans, je suis éteinte, je suis très fatiguée. Donc bon, il dit ok, on va dormir quoi. La première nuit a été très très difficile. On a à peine dormi. Le lendemain arrive, il me dit bon alors on est samedi, il fait plutôt beau. Tu veux faire quoi? Les magasins? Il continue à me stimuler. Et puis même, je lui dis non, il fait froid. Je vais rester là. Voilà. Bon, la journée passe. Et à chaque fois qu'il me propose quelque chose, voilà, je suis pas dedans, je refuse. La nuit arrive et j'avais de plus en plus mal à la poitrine, mais je ne lui avais rien dit. J'avais de plus en plus mal à la poitrine. Et le moment du coucher arrive et on était en maison à étage. Il me dit bon il est l'heure, on va aller se coucher. Et je lui dis, en fait, je repousse le moment parce que je lui dis, mais non, le film arrive après. Et puis il me dit, ouais, t'es bien gentil, mais tu sors d'une hospitalisation, il faut quand même que tu te reposes, quoi. Le truc, c'est que j'avais peur de monter l'escalier parce que je savais que ça allait me demander un effort que j'étais incapable de fournir. Je regarde l'escalier et lui, il voit dans mon regard que voilà, ça c'est un obstacle pour moi. Donc il me dit, écoute, c'est pas grave, moi je te porte jusque dans le lit. Il arrive à me porter jusque dans le lit. C'est difficile, c'est douloureux. J'essaye de garder ça pour moi, mais lui, étant donné qu'on est restés quand même 10 ans ensemble, voilà, il capte que voilà, là tu es en train de me mentir, je sais très bien. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas les gants toujours pour dire les choses, donc il y va mollo. Il me dit, t'es sûre, ça va? Oui, ça va. Bon, voilà, on se couche, et je remarque qu'effectivement, sur le dos, j'arrive pas à respirer. Le côté gauche, j'arrive pas à respirer. Côté droit, j'arrive pas à respirer. Semi-assise, je n'arrive pas à respirer. Lui, il dit au bout d'un moment, stop. Je vois bien que tu t'es pas bien, t'as mal. Ce que tu fais, c'est que tu te prépares. Moi, j'appelle le 15. Je te ramène à l'hôpital, c'est pas possible. Il m'accompagne dans la salle de bain. Je me vois entrer dans cette salle de bain. Après, c'est le trou noir. Je me réveille à l'hôpital. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Je ne sais pas. Je sais juste que j'ai fait un arrêt cardio-respiratoire. À la suite de ça, on n'a pas vraiment eu d'accompagnement. Je veux dire, j'ai pas vu de neurologue ou de psychologue pour en parler de ce truc. Moi-même, je ne savais pas que que je pouvais aller jusqu'à faire un arrêt. Ouais. On parle d'AVC en ce qui concerne la drépanocytose, donc un AVC, c'est déjà
costaud. Ouais. Mais un arrêt cardio-respiratoire, je le souhaite vraiment à personne. Et je remercie le ciel parce que quand j'en parle et que les gens connaissent plus ou moins ce qu'est un arrêt cardio-respiratoire, ils me regardent en disant « Ouh, on ne revient pas d'un arrêt cardio-respiratoire en étant dans ton état ». C'est que j'ai eu énormément de chance. Donc oui, mais j'ai eu énormément de chance. Mais c'est vrai que émotionnellement, ça reste ultra marquant. Donc voilà. Le carnet de l'étudiant étranger. Jivik Mayindou et Aristide Katiabois donnent la parole aux étudiants du monde entier. Franchement, merci d'être venu sur cet épisode-là de ta vie. J'imagine que ça n'a absolument pas été facile, ni pour toi, ni pour tes proches. Est-ce que tu as quand même pu obtenir des certifications, faire des formations, je sais pas, après, genre, vu que tu n'as pas pu avoir le bac, mais est-ce qu'au moins tu as pu faire des trucs est-ce que tu as travaillé? Est-ce que, voilà. Moi j'allais dire j'ai toujours travaillé. En ce moment, je ne travaille pas, mais moi, j'ai jamais eu de réelles difficultés pour travailler. J'ai toujours su ce que je voulais faire. C'est vrai qu'étant petite, je me voyais dans un métier assez sportif. Bon, le sport et la drépanocytose, en tout cas me concernant, c'est incompatible. Donc, je voulais être, je sais pas moi, dans l'armée, secouriste, partir à l'autre bout du monde, un sac à dos, aider. Voilà, moi c'est ce que je voulais faire. Mais très vite, la petite enfance est arrivée à moi, où je suis allée vers la petite enfance, mais ça a été rapide et ça a été une évidence. Donc j'ai travaillé pendant 17 ans dans la petite enfance, en école maternelle, en crèche, et c'était génial. Très difficile, parce que c'est vrai que les enfants construisent leur système immunitaire, et moi le mien il est assez faible. Donc un enfant est souvent enrhumé, et moi je suis au premier rang de l'enfant. Je lui apprends à faire ses lacets, à moucher son nez, voilà. Donc tous les microbes qui passaient, je les chopais forcément. Donc c'était difficile pour moi. J'étais souvent avec otite, rhinite, voilà, des trucs comme ça qui, de base, pour quelqu'un de lambda, ça va passer gentiment. Moi, ça peut mettre 2, 3, 4 semaines à passer si je ne déclenche pas une crise derrière. Donc ça a été très compliqué, mais c'est vrai que j'ai quand même réussi à travailler pas mal de temps dans la petite enfance. C'était génial, et c'est quelque chose qui me drivait aussi. Il est important, surtout quand on est malade, de faire vraiment ce dans quoi on peut s'épanouir. C'est important, parce que le reste du temps, on est soit fatigué, soit à l'hôpital, il y a toujours ci, il y a toujours ça. La maladie, elle ne se met jamais vraiment sur pause. Donc il est important de s'épanouir. Et moi, je me suis vraiment, vraiment épanouie dans la petite enfance. Le Covid est arrivé, et sachant que mon état et travailler dans la petite enfance n'était pas vraiment compatible, je l'ai fait parce que j'ai la tête dure. Le Covid est arrivé, et le Covid a mis tous mes plans en l'air. C'est-à-dire que le CDI que j'allais signer, je ne peux pas le signer. Et l'encadrement, le personnel soignant, notamment mon spécialiste, m'a dit « Mais là, c'est compliqué pour moi de te laisser sur le terrain avec ça, sachant que, bon, voilà, je ne sais pas comment tu vas réagir, je ne sais pas comment tu vas encaisser ça, donc je préfère pas. » Donc là s'impose une reconversion professionnelle. Et la reconversion professionnelle, c'est quelque chose que je voyais en tout cas comme d'assez facile, mais en fait c'est pas du tout le cas, parce que, encore une fois, me concernant, je dois faire le deuil aussi de ce que je faisais, ne plus approcher les enfants, en tout cas pas comme je le faisais avant. Et puis la question, elle est là, mais qu'est-ce que je sais faire d'autre? Qu'est-ce que je sais faire d'autre? Donc c'est prendre quelque chose plus ou moins au hasard,
Ouais, bon, le secrétariat. Pourquoi le secrétariat? Je sais pas, mais parce qu'il faut travailler aussi. Ouais. Rester à la maison, c'est pas ce qui me... c'est pas là-dedans que je vais m'épanouir. Ouais. Donc, le secrétariat, oui. J'ai essayé le secrétariat, c'est pas mal, oui, mais je m'y retrouve pas. Donc, ouais. C'est difficile, c'est long et c'est compliqué. Et clairement, si on n'a pas l'accompagnement qui va avec, on se retrouve seul. En tout cas, c'est mon cas. Moi, dans ma reconversion professionnelle, je me retrouve totalement seule. Je passe des heures sur Internet à me dire, bah, tiens, pourquoi pas ci, pourquoi pas ça. Et puis, tu vas demander au conseiller Cap Emploi, je suis intéressée par ci. Il va te dire, ok, d'accord. Alors, c'est simple, hein, tu vas faire une étude de marché, ouais. Tu vas faire des stages. Et dans ma tête, je me dis, mais en fait, j'ai pas 15 ans. Ouais. C'est me minimiser, je demande pas un accompagnement d'enfant. Je dis juste que c'est vrai que si je tombe sur ce sujet-là, c'est que moi-même j'y ai déjà pensé, je me suis déjà projetée. Est-ce que je vais pas aller demander à être formée en boulangerie alors que ça ne m'intéresse pas du tout? C'est que voilà, si je pense à un truc, ça m'intéresse un minimum et que je veux amplifier le truc et creuser. J'ai pas envie qu'on me dise tu vas 15 jours là-bas, tu faire une étude de marché ou je sais pas pourquoi. Ouais. Enfin, c'est l'accompagnement, en tout cas en ce qui concerne ma reconversion professionnelle, est très compliqué. Ouais. Tu connais un peu l'espérance de vie des personnes REPA, je sais pas. Alors, moi quand j'étais jeune, on me donnait pas 5 ans. Au-delà de 5 ans, voilà, c'était... Okay. Voilà, les adultes, certains adultes en tout cas qui m'entouraient, pas de la famille, oui. Mais certains adultes qui m'entouraient disaient à leurs enfants, ne joue pas avec elle. Ça se trouve, demain, elle sera plus là. Ouais. Oh là. Ah ouais. Ouais. Ok. Ça, c'est la réalité des choses. Et du coup, ma question, c'était, aujourd'hui, tu en as 40. Ouais. Comment tu te considères? Tu considères que, je sais pas, c'est quoi ton rapport avec la vie, la vie, parce que la moyenne, en tout cas l'espérance de vie, voilà, certains disent 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est un miracle. Voilà, aujourd'hui tu en as 40. Vraiment, c'est quoi ton rapport avec la vie? Alors, je vais pas dire que je vis au jour le jour. Ok. Dans le sens où je fais des projets. Je projette certaines choses et puis ça se passe génial, ça se passe pas. Je me dis, vas-y, c'est pas grave, c'est pas pour aujourd'hui, ça peut être pour demain. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'aime vivre. Donc, vraiment, le plus dur pour moi, c'est d'être stoppée par rapport à une crise douloureuse qui perdure, que je gère à la maison et tout ça. Mais moi, mon rapport avec la vie, enfin, je veux dire, je vis, quoi. C'est difficile de vivre comme les autres, dans le sens où ça manque de spontanéité. Voilà. Je ne suis pas la personne qui peut prendre son sac à dos et partir à l'aventure, parce que j'aime beaucoup l'aventure. Voilà. La randonnée, la montagne, la plage, tout ça, j'aime bien. Mais, comme je disais tout à l'heure, tout doit être anticipé. Mais sinon, la vie, moi j'aime la vie. Je me dis, aujourd'hui, je n'ai que 40 ans. C'est rien, 40 ans. Ouais. 40 ans, c'est rien. Et quand j'aurai 80 ans, oui, je pourrais dire que moi, tu sais, quand j'étais jeune. Et encore aujourd'hui, 40 ans, avec mon expérience de vie, je suis un bébé, oui, d'accord, ok. Mais c'est vrai que j'ai une expérience de vie quand même. Mais moi, mon rapport avec la vie, je l'adore et je ne vois pas de fin. Ok. Je ne vois pas de fin. Je me dis, aujourd'hui, je fais ci, demain, je vais faire ça. Si je n'ai pas de programme défini pour les jours à venir, c'est pas grave, je vais trouver quelque chose à faire. Et encore, par exemple, aujourd'hui, je suis active dans des associations qui luttent contre la drépanocytose. Donc, ça, c'est quelque chose qui me drive énormément. Donc, oui, mon rapport avec la vie, je ne vois pas de fin. Ok. Je ne vois pas de fin. Je me sens chanceuse parce qu'effectivement, la médecine avance. Oui. La médecine fait de belles choses aujourd'hui. Oui. On n'y est pas encore, d'accord. C'est pas tout le monde n'y a pas accès, c'est vrai. Mais moi,
moi, à l'heure actuelle, la vie, je l'aime et j'ai envie de vivre. Ouais. C'est un très beau message. J'apprécie énormément ce point de vue et cette manière de voir la vie. C'est positif et on en a tous besoin. Écoute, on passe à la rubrique dont je t'ai parlé il y a quelques minutes, celle de vrai ou faux. Parce que moi j'ai des infos, j'ai essayé de creuser, mais au fait je me suis interdit de creuser trop. Parce que j'ai quelques idées de la maladie, j'ai quelques infos et moi je vais te les énoncer et tu me diras vrai ou faux. Après tu vas expliquer. Avec mon regard. Avec ton regard. Alors, première question. La drépanocytose ne touche que les personnes noires. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. C'est quelque chose... je pense que la majorité des personnes le pensent. Ok. Pourquoi? Historiquement parlant, on va dire, la mutation de ce gène s'est créée à la base pour lutter contre le paludisme. Ok. Maintenant, le temps a fait les choses, l'histoire a fait les choses. Aujourd'hui, la drépanocytose concerne tout le monde. Vraiment tout le monde. Moi, pas plus tard que le mois de juillet, j'ai passé une semaine en compagnie d'autres drépas bien plus pâles que moi. Donc, c'est plutôt, on dira plutôt que c'est la majorité quand même. La majorité, dire, c'est noirs et afrodescendants. Méditerranéens. Ok. Ouais, on peut dire ça comme ça, oui. Alors, deuxième, c'est le froid et l'effort physique sont les pires ennemis d'une personne drépanocytaire. Ah, ça c'est vrai. Hein. Ça c'est vrai. Il me semble que c'était en 2022. J'avais un rendez-vous dans un centre de formation et c'était en hiver, décembre ou janvier. Il faisait vraiment froid. Je sors de l'immeuble. À partir du moment où je pose les pieds à l'extérieur de l'immeuble, j'inspire et à ce moment-là, je sens que, tac, la journée pour moi, elle est terminée. Il est à peine 9h, c'est fini. Là, je suis en crise. Pourquoi et comment? C'est parce que dans cette inspiration, il faisait tellement froid que d'ailleurs, je l'ai dit aux secouristes, j'ai avalé des lames de glace. Ok. J'ai senti l'air faire tout son trajet jusque dans mes poumons et j'avais vraiment l'impression d'avaler des lames de glace. Ça fait très très mal. Donc le froid et l'effort physique, si tu peux pas le gérer, vaut mieux ne pas faire. Concernant l'effort physique, à la maison, là, j'ai un vélo elliptique. J'ai investi dedans parce que j'ai envie de faire du sport, pas pour être gaulée comme je sais pas qui, vraiment pour faire travailler mon cœur et c'est vraiment une question de santé. Et j'avais en tête de reprendre cette activité dès le 1er septembre. Aujourd'hui, j'ai toujours pas pu faire. Voilà, c'est parce que il faut se gérer. Donc je me pose la question, est-ce qu'il est judiciable, dans l'état dans lequel je suis, de faire 5, 10, 15, 20 minutes de vélo elliptique si c'est pour finir en crise? Non, finalement, ça va attendre, quoi. Voilà. Donc l'effort et le froid, oui, attention les gars, attention, c'est pour les drépas, non, c'est pas toujours bon ménage. Ok. La drépanocytose est une maladie rare, vrai ou faux? Pour moi, non. Ok. Mais pour une question de chiffres, c'est une maladie rare. Ouais. Voilà. Rare en Europe, j'imagine. Ouais.
Mais voilà, ça reste la maladie génétique la plus répandue en France. En France, Ouais. ouais. On peut guérir complètement de la drépanocytose, vrai ou faux? Alors, vrai et faux. D'accord. Je ne suis pas sur cette thérapie. Donc, pour guérir ou prétendre à une guérison de la drépanocytose, il faut être sur la greffe de moelle osseuse. Ok. Voilà. C'est quelque chose qui se passe... je ne peux pas vous dire, en fait, finalement, comment ça se passe. Parce que, encore une fois, je ne suis pas sur cette thérapie-là. Mais les malades avec qui j'ai échangé concernant la greffe de moelle osseuse, aujourd'hui sont guéris. Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils ne développent plus de crises douloureuses, par exemple. Mais, quand tu fais une greffe, peu importe l'organe, tu prends une partie de ton donneur. Ok. Donc, ce donneur, tous les tests sont faits, mais il y a des maladies qui dorment, qui peuvent éventuellement se réveiller chez le receveur. Ok. Donc, oui, tu peux guérir de la drépanocytose. Et je veux dire, par exemple, si moi on me propose la greffe de moelle osseuse, je vais dire oui. Pourquoi ? Parce que demain, je pourrais faire du sport, je pourrais me balader sous la pluie, je pourrais faire un saut en parachute, faire des choses qu'en étant drépanocytaire, c'est pas compatible. Et on te l'a jamais qui doit te proposer ça? Alors, la greffe de moelle osseuse, c'est vraiment toute une équipe on étudie ton cas. Ok. Moi, je peux dire à mon médecin, je suis fatiguée, je veux la greffe de moelle osseuse. Ils vont étudier le cas. Il faut vraiment se poser les bonnes questions, bénéfices et risques par rapport au patient. Ouais. Comment est-ce que le patient vit aujourd'hui ? Est-ce qu'il est judicieux de le mettre sur une greffe de moelle osseuse ? Ouais. Greffe de moelle osseuse, on te vide quand même de tout système immunitaire. Donc, ça reste... c'est pas anodin, c'est pas un acte anodin. C'est un truc à prendre vraiment au sérieux, qui demande aussi beaucoup aux malades. Parce que tu te retrouves isolé quand même à l'hôpital pendant un temps. Ouais. Donc, émotionnellement, ça te demande. Physiquement, ça te demande. Tu perds tes cheveux. C'est pas quelque chose d'hyper jovial. Oui, il y a la guérison qui arrive après. Mais il y a quand même un long chemin à faire avant, quoi. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas sur ce cas-là, sur cette thérapie. Ok. La prise en charge à l'hôpital ne se passe pas toujours bien. Vrai. Et le problème, c'est quoi ? C'est que ceux qui nous accueillent aux urgences ne sont pas formés à l'école. Je veux dire, je m'y connais pas en chaussures. Comment faire les chaussures et tout ça. Je peux pas, du jour au lendemain, me dire je me lance dans la confection de chaussures. Ouais. Je n'ai pas la formation pour, les connaissances pour. Voilà, donc c'est à peu près pareil. Aujourd'hui, on envoie des infirmiers au front, alors qu'ils n'ont pas les cartes en main. Ouais. C'est difficile, sachant en plus qu'il s'agit de vie humaine. Tu peux pas les envoyer comme ça sans pour autant les former un minimum. J'accompagne actuellement une malade. Donc le 23 août, appel au 15, les ambulanciers sont venus et les ambulanciers ne savaient pas ce que c'était la drépanocytose. Non, on est désolé, à l'école on ne nous apprend pas ça. Voilà, eux ils sont perdus. Toi t'es douloureux, t'as qu'une seule envie, c'est s'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît, à l'hôpital, vite. Et quand tu arrives à l'hôpital, encore, ils tournent parce que ça peut arriver, que tu tombes dans une équipe où il y a un membre qui a déjà vu, qui a déjà entendu. Ça peut arriver. Et quand ça arrive, c'est génial. Ouais. Mais ils ne sont pas tous formés comme on forme aujourd'hui, je sais pas moi, pour le cancer. Parce que du coup, j'imagine que si une personne n'est pas formée à la drépa ou ne connaît peut-être pas, il y a de fortes chances qu'ils se disent que la personne exagère en face. Complètement. Ouais. Et c'est souvent ce qui arrive. Mais pourquoi vous criez ? C'est ça. C'est ça. J'ai mal, s'il vous plaît, j'ai mal. T'as mal. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise tu l'as attrapé où, la drépanocytose ? Ok, oui.
La drépanocytose, elle ne s'attrape pas. Et quand la personne qui te pose cette question est en blouse blanche, tu te dis, bon, le problème, c'est quoi? C'est moi? Non, c'est pas moi, c'est lui. Sauf que ce qui engendre aussi des problèmes de communication à ce moment-là, c'est que le personnel soignant se confronte à une personne qui est tellement douloureuse qu'elle n'a pas ni le temps ni la patience d'expliquer les choses. Sauf que le personnel soignant a besoin de ces informations-là pour pouvoir avancer. Voilà. Et c'est là que se crée la cassure de la communication. Boum. Donc, il faut au maximum aujourd'hui informer et former le personnel, en tout cas tous les intervenants de santé, à la drépanocytose. Et moi, quand je pense à ça, je pense aux pompiers, aux pharmaciens, le SAMU. Le SAMU aussi, parce que bon, il s'en passe des choses au SAMU. Voilà, il faut vraiment que tout le monde puisse savoir au moins. Le pire, c'est qu'ils ont accès au protocole, donc au protocole de soins pour les drépanocytaires. Donc c'est assez facile, mais il faut vraiment qu'on forme tous ces intervenants de santé à la drépanocytose. C'est bien trop important, quoi. C'est vrai. Et dernière petite question, un simple don de sang peut sauver une personne atteinte de drépanocytose, vrai ou faux? Alors c'est vrai, le don de sang sauve des vies en général. Voilà, le don de sang sauve des vies. Vous prenez 1 heure de votre temps, vous avez la possibilité de sauver 3 vies. Rien que ça, si je pouvais, je pense que je le ferais le maximum. Vraiment, je me poserais même pas la question. J'ai la possibilité de sauver des vies, j'y vais. Et oui, ça sauve des vies, ça améliore le quotidien des malades. C'est-à-dire que moi, j'ai été sous transfusion pendant très très longtemps. Quand je sortais de ma transfusion, j'étais quelqu'un d'autre. Je me sentais vivante, quoi. C'est comme une voiture. Tu sais, quand elle arrive sur la réserve, tu sens que ta voiture, elle peine. Et quand tu mets de l'essence, boum, eh ben, c'est pareil. Moi, c'était exactement la même chose. Et ça se voyait sur moi. Ah, toi, t'as eu ta transfusion. C'était hier. Tu le sens, tu le vis. Je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer, mais c'est génial. C'est génial. Aujourd'hui, je ne suis plus sur cette thérapie-là. Pourquoi ? Parce que on a dû arrêter la thérapie des transfusions me concernant parce que j'ai fait ce qu'on appelle une allo-immunisation, c'est-à-dire que mon corps a rejeté le don de sang. Comme tout don, tu fais un don de ci ou de ça, le corps du receveur peut rejeter. Alors pourquoi il rejette ? Il rejette parce que, au fur et à mesure des transfusions, ton corps développe des anticorps. C'est quelque chose qui vient d'extérieur. Ton corps développe des anticorps. Et mon corps a développé un peu trop d'anticorps qu'il a rejeté le sang que je recevais. C'est dangereux. C'est dangereux. Et la chance que j'ai eue, moi, c'est que ça s'est passé. J'étais encore dans l'enceinte de l'hôpital sous surveillance. Donc ça s'est très vite arrêté, j'ai été très vite prise en charge, voilà. Aujourd'hui, concernant le don de sang, vraiment, j'ai un message pour tous, c'est allez donner votre sang. Moi, je ne peux pas donner mon sang, mais j'en parle autour de moi pour pouvoir sensibiliser là-dessus. Allez donner votre sang. Donc même si tu ne peux pas donner ton sang, tu peux sensibiliser ton voisin, ton père, ton frère, ta mère au don de sang. C'est déjà participer à la sensibilisation et au don de sang à son échelle. Voilà. Ben non, c'est un très bon message. Est-ce que, par rapport à ce don de sang, il y a, étant donné que ce sont, en tout cas la majorité, c'est la communauté noire, afrodescendante, méditerranéenne, tout ça qui en souffre, est-ce que le don de sang doit généralement provenir de ce public-là aussi, de cette communauté-là, ou de tout le monde? Est-ce qu'il faut plus inciter... Alors, je m'explique parce que j'ai comme l'impression que... moi qui viens du Congo, par exemple, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop... j'ai rarement vu des gens aller donner du sang, en fait.
c'est comme si on n'a pas cette habitude-là. Et pareil, ici en France aussi, quand je passe devant, par exemple, des stands où, bref, il y a les dons de son, c'est rare que je puisse voir des personnes d'origine africaine ou du Sud. Hein. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Vic, est-ce que tu donnes ton sang? Moi, non, mais là, vu que tu m'en parles, et moi, je sais que je dois le faire. Je sais que je dois le faire. Ouais, donc tu es déjà touché par ça. Oui. Ok, il te manque juste le passage à l'acte. En effet. Au cas où tu me passes un coup de fil, Louisie, tu fais quoi? Il y a moyen que tu m'accompagnes? C'est avec grand plaisir. Effectivement, plus il y a de donneurs divers, mieux c'est pour les receveurs. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul type de profil à recevoir le sang. Ouais. Donc forcément, moi j'ai un métissage. Génétiquement parlant, pour qu'il y ait une meilleure compatibilité, il faudrait que des gens issus du métissage ou issus de l'Afrique centrale, je suis née au Gabon, puissent donner leur sang. Ok. J'aurais forcément une meilleure compatibilité avec eux que si je peux recevoir du sang d'un Suédois. Voilà, il n'y aura pas de problème. Mais en ce qui concerne la compatibilité, plus il y a de donneurs divers et variés, mieux c'est pour les receveurs. Parce que, encore une fois, question de génétique, il faut prendre tout le monde en charge. Et le métissage aujourd'hui, c'est quelque chose de beau. Ouais. C'est une force. Donc, il ne faut pas s'arrêter là. Au contraire. Non, c'est intéressant, c'est très intéressant. Et c'en est fini pour les vrais ou faux. Hein. Oui. J'ai pas d'autres questions à ce sujet. Je pense que tu as fait le tour. Mais moi, j'avais quand même une question pertinente. Y a-t-il eu des personnes ou des structures, des assos qui t'ont accompagné ou qui t'accompagnent depuis toutes ces années en France? Alors, sachant que depuis 2017, je crois, je suis sur Instagram, j'ai commencé à... Déjà, tu peux en profiter et dire ton Insta, donner ton Insta. Louisie Red. Louisie Red sur Instagram. N'hésitez surtout pas. Donc, j'ai pu déjà échanger avec pas mal de DREPA, donc de drépanocytaires. Hein. Ouais. On a pu échanger de points de vue aussi, des difficultés qu'on peut rencontrer les uns et les autres. Et moi, j'apprends beaucoup avec les autres malades sur moi, sur la maladie. Il y a énormément de complications concernant la drépanocytose. Ulcère de la jambe. Tu vois à peu près ce que c'est? Alors, un ulcère, ça commence par un petit bobo que tu vas te dire, c'est rien du tout, ça me démange un peu, je gratte. Je ne me pose pas de questions. Sauf que ce petit bobo, il va pas guérir aussi rapidement. D'accord. Au contraire, il va s'amplifier. Ok. Alors moi, jusque-là, c'est une complication que j'ai jamais eue. Maintenant, des retours de ceux qui sont passés par là, c'est que tu sens que on te grignote la peau. L'ulcère te grignote la peau et c'est vraiment une complication qui peut durer des mois, voire un. Voilà. Donc, concernant cette complication, moi, c'est pas avec mon médecin que je l'ai appris. On n'a pas dit, tiens, aujourd'hui, on va parler de l'ulcère, il faut faire attention à ci, une piqûre, attention. Non, j'ai appris en ce qui concerne l'ulcère, j'ai tout appris avec mes collègues drépanocytaires. Donc ça, moi, on s'apporte en fait selon nos expériences. Fais attention à ci, fais attention à ça. L'AVC jusque-là, et j'espère que ça va continuer comme ça, j'ai pas été sujette à ça. Sauf si j'ai fait un AVC silencieux, parce que ça existe. J'ai fait un ACR, c'est pas arrivé à tout le monde, donc voilà. On s'apporte mutuellement nos expériences et on se conseille aussi mutuellement. C'est intéressant parce que entre nous, il y a vraiment rien de médical.
C'est tout le contraire quand tu es en face à face avec ton médecin qui va sortir ta feuille d'analyse médicale. Voilà, il va te dire oui, ça c'est bon, merci, au revoir. Non, là l'échange il est autre et puis on n'est pas potes, on n'est pas amis, mais il y a des liens d'amitié qui se créent, c'est vrai. Et ce lien d'amitié, il est né pourquoi ? Parce qu'on a la même maladie, la même pathologie, c'est énorme. En ce qui concerne les associations, je milite, moi, sur Instagram, du coup, je milite et je sensibilise sur la drépanocytose. Et je suis toujours partante pour accompagner des associations sur le terrain ou en ligne. En ligne, via des vidéos, des lives. Je suis toujours partante pour ça. Parce que je suis aussi consciente que si nous, malades, on n'en parle pas, c'est pas mon voisin qui va le faire pour moi. Ouais. Toi, aujourd'hui, j'ai la chance pourquoi tu as été affecté par la drépanocytose. Ça n'est pas le cas de tout le monde. Donc aujourd'hui, tu m'invites, on pose le sujet, mais je veux dire, je vais dans la rue, bonjour monsieur, est-ce que vous connaissez la drépanocytose ? Je vais me dire non. Voilà. Donc on a besoin de sensibiliser les gens à ça. Les associations font vraiment ce qu'ils peuvent, accompagner de malades. Mais on a aussi besoin que tout le monde entre dans la boucle, parce qu'encore une fois, tout le monde est concerné. Quelque chose à ajouter, parce qu'on est pratiquement vers la fin, quelque chose à ajouter, un message, je sais pas, des salutations. Je te laisse ces dernières minutes. Écoute, déjà, merci beaucoup pour l'invitation, vraiment. J'ai été honorée. Et c'est avec plaisir que je reviendrai pour débattre d'autres sujets concernant la drépanocytose ou pas. Merci aux auditeurs, aux auditrices. J'espère que j'ai été agréable. Et j'espère aussi avoir apporté par mon vécu des connaissances sur la drépanocytose. Et j'espère avoir éveillé les consciences sur la drépanocytose qui, je le rappelle, concerne tout le monde. Ne vous sentez vraiment, mais vraiment pas à l'abri. Faites votre test d'électrophorèse parce que c'est à partir de là qu'on sait si on a le gène ou pas. Ce qui est important avant de faire des enfants. Si jamais vous êtes concerné par la drépanocytose, que vous vous sentez seul, incompris, pas accompagné, n'hésitez pas à venir vers moi. Moi, je suis sereine, j'agis pour les drépanocytaires et c'est vrai que j'ai aussi besoin de monde à mes côtés. Donc, que tu sois drépa ou pas, si tu veux agir pour cette cause, n'hésite pas à venir vers moi. J'ai besoin de monde pour pouvoir passer à l'action sereine. L'action aujourd'hui, je suis seule pour le faire et c'est vrai que seule je peux pas agir sur tous les terrains. J'ai besoin de monde, j'ai besoin de vous et encore une fois c'est une cause qui concerne tout le monde. Allez donner votre sang et si vous pouvez pas donner votre sang, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Surtout si tu es noir, métisse, c'est-à-dire que vraiment tu peux réellement sauver la vie de certains malades, donc vraiment. Et si tu peux pas donner ton sang, moi je suis bénévole à l'EFS 35, on a besoin de gens. Venez, ensemble on peut vraiment faire bouger les choses. C'est ça le truc, c'est qu'ensemble on peut faire bouger les choses. Et moi je veux faire bouger les choses. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Luizy d'être passée et avec merci plaisir. Beaucoup à nos auditeurs, merci beaucoup Radio Laser et un grand merci à EduLab Pasteur pour de nous accompagner dans cette nouvelle saison du Carnet de l'étudiant étranger. Et d'ailleurs aussi mes salutations à Aristide qui n'a pas pu être là. C'est pas faux. Ouais. Aristide, je t'oublie pas, il n'a pas pu être là. Bon, j'espère que prochainement on va animer ensemble. En tout cas, merci encore. Et voilà, donc aujourd'hui nous avons parlé d'études, de santé, de solidarité, et c'était en tout cas je pense que ça a été un très bel épisode et j'espère que les prochains épisodes seront aussi tout aussi meilleurs. En tout cas, merci beaucoup Luizy et merci. À la prochaine. À la prochaine.